L'échec des négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis. Les deux parties se sont séparées cette nuit sans un accord. J.D. Vance a claqué la porte. Il a quitté le Pakistan et repris son avion direction les États-Unis après l'échec des discussions. Américains et Iraniens s'accusent mutuellement de cet échec. L'Iran évoque des demandes déraisonnables des États-Unis. On fait le point avec Kylian Chaput. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis d'Amérique. Nous rentrons donc aux États-Unis sans avoir trouvé d'accord. 21 heures seulement après le début des négociations, les États-Unis claquent la porte. Avant de repartir, J.D. Vance a laissé une ultime chance aux Iraniens de négocier. Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent. Au cours de leur discussion, États-Unis et Iran ont évoqué la situation dans le détroit d'Ormuz, mais aussi les sanctions financières imposées à Téhéran. Mais c'est le dossier du nucléaire iranien qui a précipité la fin des négociations. L'Iran refuse d'abandonner son programme d'armement, exigé par Washington. La délégation iranienne a négocié sans relâche. Les exigences déraisonnables de la partie américaine ont empêché les négociations d'avancer. Avant même la fin des échanges entre les deux parties, Donald Trump nourrissait peu d'espoir. Que nous trouvions un accord ou non, ça m'est égal. De toute façon, nous avons gagné. De son côté, J.D. Vance laisse la porte ouverte à de nouvelles discussions, sans préciser si l'opération américaine en Iran allait reprendre. Le Pakistan appelle les deux pays à poursuivre le cessez-le-feu. Anthony, la question qu'on se pose évidemment ce matin après l'échec de ces négociations à Islamabad, les bombardements vont-ils reprendre en Iran? Ce sera l'aune, effectivement, de cette rupture ou non des négociations. Si les bombardements devaient reprendre, à ce moment-là, le problème serait réglé. Effectivement, il y a un échec des négociations. S'ils reprennent un peu, beaucoup, passionnément, c'est vraiment comme ça qu'on pourra savoir si les deux pays, qui ont objectivement intérêt à se parler, aussi bien économique, on le verra avec vous, Guillemette, mais aussi politique et diplomatique, à se parler d'un côté comme de l'autre. On verra effectivement à l'aune de ces bombardements à venir ou pas, si les deux pays ont décidé de reprendre les négociations. Je demande à chacun de garder son calme et de ne pas oublier qu'un accord a été conclu pour 15 jours de pause, pas seulement de diplomatie, mais bien de pause de cessez-le-feu entre les deux pays. Guillemette, on imagine des conséquences dès demain sur le prix du pétrole. Oui, alors là, nous sommes dimanche, les marchés boursiers sont fermés, les premières bourses, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie et surtout en Asie, car elles sont très importantes, n'ouvriront que ce soir, voire cette nuit. Mais certains courtiers proposent des positions spéculatives le week-end qui ne sont donc pas officielles. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces spéculations actuelles laissent présager une flambée du pétrole demain lundi à l'ouverture des bourses. Les observateurs s'accordent pour dire que l'Iran est le gagnant du conflit. Les États-Unis ont-ils aussi perdu la guerre économique ? Alors, eh bien, ça dépend de quels Américains on parle. Parce que les grands gagnants de ce conflit, ce sont, et de très loin, les compagnies pétrolières américaines. Jamais les États-Unis n'ont exporté autant de pétrole. C'est leur plus haut historique. Regardez, les exportations ont bondi de 33% par rapport à leur niveau avant-guerre et devraient atteindre donc au mois d'avril 5,2 millions de barils exportés par jour. La compagnie américaine Chevron a par exemple annoncé, rien que pour le premier semestre 2026, des bénéfices qui pourraient atteindre 2,2 milliards de dollars de plus que lors du dernier trimestre 2025. Les États-Unis qui donc consolident encore un petit peu plus leur position de premier exportateur mondial de pétrole. Alors, les compagnies pétrolières bénéficient de la baisse de la production et des exportations des pays du Golfe. Oui, regardez ces chiffres, ils sont impressionnants. À cause de la guerre, la production de pétrole s'est chutée de 25% dans le meilleur des cas jusqu'à 80%. L'Irak, le Qatar ou encore le Koweït sont particulièrement touchés. Un pétrole qui, on le sait, était à 80% destiné à la Chine et ses voisins. Les États-Unis récupèrent donc ces marchés. Selon le quotidien britannique, le Financial Times, en avril, la demande asiatique pour le pétrole américain devrait atteindre 2,5 millions de barils par jour. En fait, ça représente la moitié des exportations américaines pour le même mois. C'est vous dire la place qu'elle a prise. Alors avec l'échec, en tout cas le début d'échec des négociations cette nuit, la possibilité d'une réouverture du détroit d'Ormuz s'éloigne.
s'éloigne à grands pas. Mais même lorsque cela arrivera, parce qu'il faudra bien que ça arrive un jour, les conséquences sur ces exportations ne se feraient pas sentir avant entre 1 mois et 1 mois et demi, car on ne peut pas fermer et ouvrir comme ça à notre guise le robinet du pétrole. Remettre en route les installations, ça prend du temps, d'autant plus que la production de pétrole des pays du Golfe a été vraiment durablement perturbée pendant la guerre. L'Arabie Saoudite a par exemple annoncé il y a quelques jours que les dégâts sur ces sites d'extraction étaient encore plus importants qu'annoncés. En revanche, les perdants, ce sont les consommateurs américains. Oui, parce que même si les États-Unis sont effectivement, on vient de le dire, les premiers exportateurs de pétrole, eh bien celui-ci reste soumis à la mondialisation des prix et donc de leur hausse. Alors concrètement, alors que le gallon d'essence, qui est l'unité de mesure américaine et qui représente 3,8 litres, était à $3 en février, il est désormais à plus de $4. C'est une hausse de 33% en un mois. Alors, vu de France, $4 et quelques pour 3,8 litres, ça n'a pas l'air beaucoup, mais aux États-Unis... Ça fait €1 le litre, quoi, à peu près. On se dit, ça va. Mais en réalité, c'était la première fois en 4 ans qu'ils atteignent ce niveau-là aux États-Unis. Résultat, l'inflation a bondi en mars, plus 3,3% contre 2,4% sur un an en février. Et cette flambée des prix ne fait que commencer parce que les conséquences de la hausse du prix de ces carburants sur les autres industries ne sont pas encore visibles, mais ça va finir par arriver. Or, vous vous en souvenez certainement, Donald Trump a été réélu l'an dernier sur cette promesse de réduire l'inflation, une promesse qui est toujours dans la tête des Américains selon un sondage récent. 70% d'entre eux s'inquiètent de la hausse des prix provoquée par le conflit. Alors, pour Donald Trump, eh bien même s'il ne le reconnaîtra sans doute jamais, eh bien les conséquences économiques de la guerre en Iran sont donc une vraie défaite.